pour votre présence. C'est la dernière conférence sur notre exposition temporaire Magie religieuse et pouvoir sorcier entre Rhin supérieur et Afrique vaudou. On en a eu 3 autres. Et donc, Marie Simon, qui est historienne et chargée de cours à l'Université de Strasbourg, va nous parler plus en précision de son sujet de travail. De recherche. Oui. La magie et la sorcellerie avec ses définitions démonologiques et les pratiques rituelles populaires. Tout à l'heure, si vous voulez refaire un petit tour dans l'exposition qui a lieu au rez-de-chaussée, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dirais juste de penser à éteindre vos téléphones pour pas que ça dérange pendant la conférence. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence et je remercie chaleureusement Marie Simon d'être là ce soir et de nous parler de ses recherches. Merci à vous, merci. Je suis très contente de parler de démonologie, de sorcières, de sorciers, de magie, dans ce lieu qui est déjà chargé de beaucoup de choses et dans un environnement tout à fait propice, j'espère, à la discussion. Donc, pour ce soir, évidemment, je vais vous parler non pas de ce que je ne connais pas, mais de ce que je connais, qui est donc la sorcellerie dans le bassin rhénan à l'époque moderne. Cette exposition a été quelque chose de très intéressant pour confronter des univers qui se croisent très peu. On le voit en anthropologie, on regarde beaucoup de choses avec un autre œil, un prisme qui est très différent, mais en recherche historique, surtout pendant la période très limitée de l'histoire moderne, on a peu souvent l'occasion de comparer des choses. Et donc aujourd'hui, on va parler de magie, de sorcellerie, de quelques définitions démonologiques, mais surtout de pratiques rituelles populaires. Et je vous propose d'explorer les frontières entre une conception savante du pouvoir magique, inhérent à la religion et à la sorcellerie d'une part, et les rituels populaires faits d'idées, de gestes, de paroles et d'objets ou préparations magiques d'autre part. Tout d'abord, la définition de la magie. Qu'est-ce que c'est la magie? C'est théoriquement un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. D'autre part, la définition du sorcier et de la sorcière dans l'espace rhénan, c'est une personne qui veut sciemment agir pour nuire avec l'aide du diable. Et là, on a la première différence avec l'univers vaudou, puisque cette définition de sorcier-sorcière est négative dans sa formulation, avec une connotation qui n'est pas du tout ambivalente. Dans la démonologie et dans toute sa littérature classique, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'époque moderne, et même plus tard à l'époque contemporaine, on en parle encore précisément, on a ici un exemplaire du Malleus Maleficarum, qui est l'ouvrage démonologique le plus célèbre, c'est le fameux Marteau des sorcières, qui est un ouvrage qui a été écrit par Heinrich Kramer Institoris et cautionné par Jacob Sprenger, qui est pour sa première édition, qui a été éditée ici à Strasbourg en 1486, et qui reprend tous les dogmes et toutes les idées qui visaient à détruire la secte des sorciers et des sorcières et à contrecarrer toute cette magie malfaisante qui pullulait selon ces élites, ces savants, ces théoriciens de la chasse aux sorcières qu'étaient les démonologues. Et donc ce Malleus Maleficarum, c'est l'ouvrage le plus célèbre et qui reprend ces définitions de la sorcière et de ses méfaits, de ses maléfices. On voit très clairement dans ces ouvrages de démonologie, pour leur grande majorité, une polarisation de la fonction de la sorcière. On voit se cristalliser beaucoup de griefs et une volonté d'en haut de punir un crime
qui menace toute l'humanité. Mais on voit aussi dans les archives, dans toutes les procédures judiciaires qui restent, qui sont toujours conservées, une volonté qui, elle, vient d'en bas de dénoncer des voisins comme étant des sorciers ou des sorcières. Et donc, on a deux courants qui se rencontrent. Cette volonté d'en haut de criminaliser et de punir cette magie et ces personnes qui agissent magiquement, et en même temps le courant qui vient d'en bas pour dénoncer et pour, là aussi, punir ces interventions magiques. Le résultat, c'est une flambée des bûchers, c'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là, donc pendant la période moderne et non pas pendant la période médiévale, le Moyen-Âge, qu'on pense souvent être le moment de la chasse aux sorcières, c'est à cette époque moderne où les sciences prennent de l'ampleur, où le nouveau monde est connu, où on ouvre en fait beaucoup les yeux sur beaucoup de choses, mais on referme aussi beaucoup les esprits sur d'autres choses. Vous avez là une carte de l'intensité des bûchers et on voit que l'axe rhénan est en plein dans la zone où il y a le plus de criminalisation. Donc là où on a poursuivi le plus la sorcellerie et la magie. Il faut aussi considérer que ce crime de sorcellerie a été exporté dans les colonies. Alors évidemment, tout le monde connaît l'importation dans le Nouveau Monde et dans les Amériques, avec notamment les sorcières de Salem, mais il y a eu aussi beaucoup dans toute la sphère d'Amérique du Sud, beaucoup et là, ça aurait été aussi intéressant de faire quelques parallèles, comment ces rituels magiques ont été transposés et comment la sorcellerie a pu s'enraciner directement dans le substrat de l'Amérique du Sud, et notamment au Pérou. Et donc, les colonies vers le Nouveau Monde, mais on a aussi, comme ça a été bien souligné dans l'exposition, une appellation, une étiquette qu'on a mise sur les pratiques du vaudou dans le golfe de Guinée par les missionnaires portugais qui ont fait cet amalgame entre sorcellerie européenne avec l'étiquette plaquée sur des pratiques d'un autre univers mental et géographique aussi. On peut tout de suite parler de l'ambivalence magique, puisque dans l'expression du vaudou, elle reste très prégnante. L'ambivalence de la magie peut trouver une expression pour des choses positives, négatives, et si on peut caricaturer, mais c'est beaucoup plus évidemment nuancé que ça. Dans la sphère européenne de l'époque moderne, là on voit que cette ambivalence qui était quelque chose qui était connu dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, au moment de la répression du crime de sorcellerie et de la traque des magiciens, on voit que cette ambivalence est sapée par ce mouvement concomitant à la fois des élites et des villageois. Et on peut voir un petit exemple dans une de ces pages d'archives d'un procès de sorcellerie de Berkheim, où on voit donc la procédure judiciaire qui était laïque, et on voit le greffier qui a dessiné une petite sorcière en marge donc des aveux et de l'interrogatoire de Anna Glowell en 1618. Et donc cette sorcière qu'il a voulu représenter porte le chapeau typique des sorcières qu'on voit avec une sorte de pendeloque, et on voit qu'il a tout de suite mis des pentagrammes tout autour pour conjurer, pour que cette image de la sorcière ne soit pas efficiente, qu'elle ne puisse pas avoir des conséquences négatives sur le greffier et sur la conduite du procès. Dans le discours démonologique de l'époque moderne, la sorcellerie est une déviance religieuse chrétienne. On a vu que dans le vaudou, il n'y a pas véritablement de séparation entre la magie et la religion, puisque ces deux aspects de la croyance sont complémentaires. C'est théoriquement ce qui est aussi le cas dans la religion chrétienne, puisque la magie est une partie inhérente de la religion,
puisque les miracles existent et les miracles sont une expression de cette magie, de cette force surnaturelle qui va contre la nature qu'on a l'habitude de voir. Là, j'ai mis une petite illustration pour montrer que cet aspect magique est parfois caché. On voit là une représentation d'une étable tout à fait classique, mais on peut voir que dans le coin du tableau, il y a une petite sorcière qui évolue et qui traque et qui attend le moment propice pour peut-être tarir le lait de cette vache qui semble produire de quoi nourrir la famille. La magie et la religion répondent aux questionnements métaphysiques. Souvent, on aborde la signification de la vie, la finalité de la mort, mais aussi un questionnement très pratique pour comprendre le hasard ou la chance, l'amour ou la haine, la maladie ou la bonne santé. La réponse est donnée par les représentants des religions qui définissent des croyances orthodoxes pour chacune de ces religions. Et à côté de ce dogme, certaines croyances sont jugées superstitieuses, hors du cadre, mais vaguement tolérées de fait. Les superstitions sont erronées, mais n'enfreignent pas le dogme véritablement. Et à côté de ça, il y a les croyances interdites qui, elles, sont taxées de sorcellerie et qui sont à combattre activement puisqu'elles sont déviantes et surtout dangereuses. Donc, après ces quelques définitions, nous allons examiner de plus près certaines pratiques rituelles. Les rituels, comme on a pu le voir dans l'exposition, répondent schématiquement à 3 objectifs principaux: la protection, la délivrance et l'agression. Et parmi tous ces rituels, on peut faire une distinction entre 2 catégories: les rituels imaginaires et les rituels réels. On va s'intéresser d'abord aux rituels imaginaires. Là, nous avons un cas de vol magique des sorcières censées se déplacer pour le sabbat. L'origine même du terme, de l'appellation de sorcière qui est utilisée dans le bassin rhénan, mais plutôt dans les Vosges, donc on est plutôt du côté francophone, c'est guenoche, génoche, génax. Et l'étymologie de cette appellation des sorcières viendrait justement du balai, donc de ce moyen de voler magique pour être transporté au sabbat. Cette question du vol est quelque chose qui pousse l'imaginaire et la barrière de la réalité et donc qui ouvre complètement le champ de la magie au plus haut point, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Un corps humain ne peut pas voler dans les airs. Et donc c'est quelque chose qui heurtait l'imaginaire des villageois de l'époque. Le vol est déclaré impossible et n'être qu'une illusion dès 906 dans le canon épiscopi, donc par la religion chrétienne qui elle-même déclare que ce n'est qu'une illusion. Mais c'est un sujet de débat très enflammé puisque cette croyance est partagée par beaucoup de villageois. Donc là, on voit une confrontation entre des croyances magiques qui veulent absolument être opérantes de la part des villageois et les élites qui disent non, ce ne peut être qu'une illusion, ce n'est pas possible. Et là, évidemment, dans la construction de la répression du crime, il y a eu beaucoup de débats pour rendre cette illusion crédible, pour justifier les dénonciations et corroborer tous les aveux. On a dans ce vol magique l'intervention d'Ongan. Et là, on peut voir notamment sur l'illustration de droite de Hans Baldungrin, où 3 sorcières sont en train de se frotter d'un onguent. Évidemment, ces images sont hautement sexualisées, comme ça l'était pendant la première moitié du XVIe siècle, où on voit apparaître les sorcières comme étant souvent des jeunes femmes très lascives, très sexuées,
et qui regarde, comme on peut voir celle, la troisième qui regarde, donc qui est complètement penchée, dont le regard se tourne directement vers le spectateur, vers celui qui regarde cette gravure. L'utilisation d'onguents est là aussi au carrefour du discours démonologique et des rituels dans les aveux et dans les récits des procédures judiciaires. On a même la réalité de certains onguents qui sont cités dans certains procès, qu'on dit, oui, c'est caché derrière une pierre dans le mur de ma cuisine, juste à côté du pot de graisse pour cuisiner. Et on voit que parfois, il y a une recherche de la part de la justice pour prendre ces preuves, qui pourraient être des preuves matérielles, mais évidemment, aucune n'est opérante. Donc, il n'y a pas de tests qui sont concluants pour faire voler une quelconque sorcière. Il est aussi intéressant de voir que ce vol reste quelque chose qui doit rester magique. Ce n'est pas simplement avec un onguent, quelque chose de mécanique, il doit être assorti de paroles qui doivent rendre cette magie effective pour le vol. Une autre manifestation d'un rituel imaginaire, c'est la métamorphose animale pour commettre les maléfices et les méfaits. Nous avons ici une représentation de la lycanthropie et donc d'une manifestation de transformation animale. Là, nous avons une représentation où on voit que le loup-garou est en fait en figure d'un homme, mais on voit dans son regard et dans le côté hirsute qu'il s'est transformé en animal de par non pas sa nature profonde, mais par son apparence. Et donc, il peut dévorer, là en l'occurrence des enfants ou des personnes, sous la guise, sous le déguisement d'un loup. Dans cette autre représentation qui fait figurer là des animaux en tant que tels. Donc là, on voit en haut et un peu au milieu donc des véritables loups qui seraient des loups-garous. Là encore, une différence, mais là, je pense qu'on pourra en rediscuter, parce que je ne suis pas une spécialiste du vaudou, mais dans l'esprit à la fois des villageois et des élites, il ne peut pas y avoir de changement d'essence même. C'est-à-dire que le caractère humain, la personne humaine, le sorcier ou la sorcière, se transforme apparemment en loup ou en un autre animal pour commettre des méfaits, mais sa nature profonde, son essence même reste intacte. Pourquoi ? Parce qu'il doit rester humain pour pouvoir être condamné. Et donc on ne peut pas changer puisqu'il n'y a que Dieu qui a cette capacité de changer la nature profonde d'un être humain. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui sont sur le volume. Le bon sens existe à l'époque moderne et il y a beaucoup de débats pour savoir comment toute la corporalité d'un corps humain peut être réduite dans un chat, un chien ou même un loup ou d'autres petites bêtes. Et donc là, ça fait sens et la réponse est très compliquée puisque c'est l'illusion du diable. C'est lui qui compresse, il doit comprimer en fait les atomes, même si l'idée n'y est pas, doit compresser pour que ça reste plausible. Et on en vient maintenant tout naturellement au sabbat, un autre rituel imaginaire. Nous avons là une représentation très classique qui reprend un petit peu toutes les scènes, tous les éléments qui doivent figurer dans un bon sabbat. Avec la cuisine, on voit un crapaud écartelé au premier plan à côté du chaudron. On voit les enfants qui justement sont chargés de garder tous les petits crapauds dans la mare. On voit la danse rituelle inversée en haut à gauche où les gens sont retournés. On voit le banquet où on mange des choses horribles complètement à droite. On voit des membres humains qui sont sur la table. Donc là, on voit la lettre D. Donc on voit toutes les composantes du sabbat avec évidemment tout en haut la figure du diable sous forme d'un bouc avec les rênes du sabbat ou à qui on présente un petit enfant qui va être sacrifié.
Dans beaucoup de terminologie, le mot sorcière est en fait un synonyme de tueur d'enfants ou tueuse d'enfants. Et donc là, c'est un des crimes imputés aux sorcières, le cannibalisme, tout ce qui est à outrance. Et donc là, ce qui est totalement inacceptable, inenvisageable. Et dans ces rituels, on voit la polarisation pour diaboliser beaucoup de pratiques magiques, pour faire intervenir, là on voit bien sûr le vol encore des sorcières. Et là, c'est vraiment la cristallisation de tous les crimes reprochés. On voit là une représentation très savante, enfin exécutée très joliment. On voit même que les participantes sont habillées très richement, comme des femmes appartenant peut-être à la cour, avec des colorettes, avec tout ce qu'il faut d'agrément. Nous avons ici une autre représentation d'un autre sabbat qui apparaît plus comme une figure d'une fête villageoise si on enlevait les figures du diable. On a là une représentation dans les chroniques de Johann Jacob Wick qui est beaucoup plus la description qu'on peut trouver dans les aveux et dans les procédures judiciaires, dans les archives, de ce que les villageois racontaient comme étant le sabbat. Il y a bien sûr le baiser démoniaque qu'on voit au premier plan, mais on retrouve d'autres choses, et notamment les différentes apparences du diable, et notamment les méfaits météorologiques qui sont faits en haut à gauche. Dernière image du sabbat, et là on voit que c'est en fait... C'est un motif. Le sabbat est devenu un motif, la magie est devenue comme une norme, comme une répétition, puisqu'on voit que dans ces deux petits opuscules, ces petits traités de démonologie, qui sont parus donc dans les années 1570, le premier écrit par le curé de Sélestat et le deuxième par le curé de Unavir, qui ont donc recopié, plagié, volé les idées de certains grands démonologues, mais qui les ont incorporées et explicitées. Et là, pour les imprimer, on a utilisé la planche d'une gravure qui devait tourner souvent dans l'atelier, puisque c'est la même qu'on utilise pour ces deux opuscules et qui a été utilisée précédemment dans un autre contexte d'édition. Dans ces motifs, on voit également un autre aspect qui là aussi peut articuler dans toute cette magie imaginaire, c'est la procréation diabolique, qui est théoriquement impossible, puisque les démons, même en s'accouplant de façon frénétique avec les sorciers et les sorcières, normalement, rien ne peut arriver, et on ne peut pas donner naissance à des êtres issus des démons. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas permis, le principe de procréation, de création de la vie, n'est pas permis au diable. Et donc, les démons, qui sont sous l'autorité du diable, ne peuvent en aucun cas engendrer la vie. Or, là encore, on a dans les croyances et dans l'imaginaire magique des villageois cette possibilité d'engendrer des créatures hybrides. Et là, on voit que les démonologues sont obligés de se plier aux croyances des villageois pour faire une gymnastique mentale, pour essayer d'expliquer comment certaines sorcières ont pu se retrouver enceintes du diable. Et là, c'est une gymnastique en disant qu'il y a des démons femelles qui s'accouplent avec des sorciers mâles et qui gardent le sperme du sorcier mâle dans ce corps de succube qui se transforme instantanément en un corps donc mâle de démon qui va à ce moment-là s'accoupler à une sorcière humaine, physique, pour se retrouver enceinte. Donc là, on voit vraiment qu'il y a tout cet édifice de construction mentale pour expliquer ces croyances magiques, pour que tout le château de cartes de la construction de la criminalisation ne s'écroule pas
avec le manque des dénonciations. Si les villageois ne dénoncent pas, il n'y a pas de répression du crime. Donc là, on voit que la magie, la croyance est absolument nécessaire pour faire coïncider les croyances. Et là, je vous ai mis la seule représentation à ce jour de copulation charnelle avec le démon dans cette feuille qui représente là encore un sabbat, et donc avec un petit agrandissement de cette copulation charnelle entre une sorcière et un démon. On n'a pas l'inverse, hein, on n'a pas cette autre chose. Après tous ces rituels imaginaires, on peut maintenant s'intéresser aux rituels réels, c'est-à-dire à la pratique magique qui est décrite dans les sources. La première qui vient, c'est celle de protection. On a parlé tout à l'heure de la catégorie des rituels de protection. Dans l'exposition, il y a beaucoup d'objets qui font référence à tout ça. Donc cette ceinture, cette Heilige Lange pour les femmes enceintes, donc qui font le tour du ventre pour protéger le fœtus. On a également tous ces billets, toutes ces amulettes qui sont protectrices, notamment dans les cas d'épilepsie pour Saint-Nicolas ou Saint-Valentin. Donc là, je n'y reviens pas. On a dans cet univers de protection beaucoup de choses qui sont connectées avec des pratiques qui ne sont pas forcément l'apanage de sorciers ou de sorcières. C'est quelque chose qui, à l'époque moderne, est connu de l'ensemble des villageois. Donc ce sont des méthodes et des croyances qui sont mises en pratique sans forcément l'intervention d'un expert. On a, à côté de ces pratiques de protection, des pratiques divinatoires qui, là aussi, sont réelles pour notamment trouver des trésors, puisque l'argent, l'aisance matérielle, la richesse est un gage d'une meilleure vie. Mais on a aussi des pratiques divinatoires pour répondre à des questions, notamment pour connaître le futur d'un enfant à naître. Et on voit là dans cette représentation d'un accouchement l'astrologie avec l'étude des étoiles et de la configuration du ciel pour voir si cet enfant à naître sera avec des bons présages ou non. Donc là, c'est quelque chose qui est parfaitement intégré comme une croyance scientifique, quelque chose qui se vérifie avec la course des astres. On a également beaucoup d'autres pratiques divinatoires qui sont là pour essayer de déterminer, par exemple, qui a donné le mal, qui a rendu malade quelqu'un. Et là, dans les archives, on a une description, alors je n'ai pas de représentation, par exemple, d'un rituel avec un œuf. Et là, c'est l'expert qui donne cette recette, qui donne la méthode qu'il faut suivre. Il faut prendre un œuf, le lier avec une petite cordelette, le mettre sur les braises dans la cheminée, et si le lendemain matin, on retrouve la petite cordelette qui entoure l'œuf intacte, c'est que c'est un mal non naturel. Si l'œuf est cuit et que la cordelette a disparu, alors à ce moment-là, c'est un mal naturel qui doit attendre sa guérison. Et là, c'est seul l'expert qui peut le déterminer. Donc on voit que dans ces rituels qui sont véritablement pratiqués par les villageois, on peut avoir cette ambivalence entre donner le mal et lever le mal, puisque beaucoup de sorciers sont accusés en même temps d'être des leveurs de maux, de tous ces maux qui rendent malades ou peuvent même faire mourir. La fonction de guérisseur est très importante, mais ce n'est pas automatique. Tous les guérisseurs ne sont pas accusés de sorcellerie et tous les sorciers ne sont pas des guérisseurs. Parmi ces guérisseurs, il y a des personnes qu'on sollicite pour leurs compétences à choisir les bons ingrédients, comme ça a été souligné dans l'expo. Il y a des plantes, par exemple, qui sont les plantes du diable, donc la belladone, la jusquiame, le datura, donc toutes ces plantes qu'on a montrées dans l'exposition, qui sont actives, qui ont des propriétés qui font sortir l'esprit de peut-être sa rationalité et le bon sens normal.
On a également beaucoup de prières, d'incantations orales qui doivent accompagner ces ingrédients naturels, qui peuvent être donc des plantes, mais qui peuvent être aussi d'origine animale ou minérale. On a, par exemple, beaucoup de processus qui mettent, ça m'avait interpellé, un guérisseur accusé de sorcellerie avait mis tout un rituel que je pensais magique pour mettre dans une fourmilière. Or, en discutant avec des pharmaciens et de la pharmacognosie et des principes actifs, il s'avère que la fourmilière, c'est une étuve. Parce que quand il fait froid en Alsace, en hiver, eh ben le principe actif ne peut pas se développer. Et donc, dans une fourmilière, il y a une température à 14 degrés constante. Et donc, ce remède du sorcier guérisseur a été placé sciemment à l'intérieur d'une fourmilière, non pas pour lui donner un surplus magique, mais bien parce que c'était une étuve pour que les principes actifs puissent se développer. On a encore en bas un exemple que j'étais vraiment très, très ravie de voir, toutes ces statuettes à râper. Donc là, quand on voit la représentation de Marie ou des saints, des saintes, et donc qu'on doit ingurgiter, qu'on doit vraiment digérer, et que les atomes doivent là encore être complètement mélangés au corps pour extraire tout le pouvoir magique. Donc là, c'est quelque chose dont on pourra discuter, où il y a des passerelles. Je ne parle pas des crapauds et des ex-voto qui sont aussi dans le même registre. On voit qu'il y a une certaine théâtralisation de tous ces rituels magiques réels. On a dans les descriptions des archives des guérisseuses qui soufflent dans tous les orifices, tous, en tournant le corps de la personne malade, en proférant beaucoup de choses avec beaucoup d'autres. Il faut de la cire, il faut de la lumière, mais quelque chose qui est caché. Donc il y a une véritable théâtralisation de ces procédés. Et là, il y a un document qui est absolument une pépite archivistique. Et là, on va prendre 5 minutes. Je ne sais pas où j'en suis dans le niveau du temps, mais vous m'arrêtez dès qu'il fait trop froid ou si c'est plus intéressant. Et donc là, on a un document totalement exceptionnel, puisque, comme on l'a dit depuis le début, nous ne pouvons voir la sorcellerie et les pratiques que par le prisme de la justice. La justice, c'est coercitif. On torture les accusés pour leur faire avouer. Les témoins sont plus ou moins forcés ou empêchés pour témoigner. On peut risquer sa propre vie si on dénonce quelqu'un qui n'est pas reconnu finalement sorcier. Donc c'est quelque chose qui est très grave, très sérieux et qui est forcé. Les confessions, les représentations mentales spontanées sont extrêmement rares. Et là, nous avons le document d'un maître d'école qui, en 1601, compose tout ce feuillet pour expliquer qu'il veut faire tout un rituel magique pour guérir 2 femmes de son village, près de Célestat, qui sont atteintes d'un mal non naturel. Et donc, pour les guérir, il faut utiliser des moyens non naturels, magiques. Et donc, il propose d'organiser une procession dans le village où il fait intervenir tous les habitants en corpus, donc les bourgeois, les femmes, les villageois, le prêtre sous son dais, avec tous les servants de messe, mais dans un ordre inversé, puisque normalement, c'est évidemment Dieu qui ouvre la voie d'une procession, mais là, ils sont à la fin. Et à l'intérieur même, on voit là la théâtralisation. Là aussi, j'ai cru que c'était presque un faux au début quand j'ai trouvé ce document, mais il avait déjà été trouvé au 19e siècle, donc c'était pas un faux. Et là, on voit comme une scène, donc on voit ce cercle avec ces croix qui sont comme une scène, et on voit comme des trappes. Les 4 personnages sortent comme une trappe. Donc on voit vraiment une scène de théâtre avec, là on voit, pour ceux qui comprennent l'alsacien, qu'il y a les personnages qui sont en fait théoriquement joués par des gens du village et qui doivent faire tout ce rituel magique en prenant la figure de la peste, de la faim, de la mort et du chevalier.
donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui doivent guérir les 2 femmes qui sont dans cette espèce de civière qui s'ouvre comme une sorte de cercueil. Elles sont tête bêche et elles portent là encore beaucoup d'éléments symboliques chargés magiquement pour, je n'ai pas tout détaillé ici. On voit donc là que ce maître d'école qui s'est lui-même représenté, voilà, c'est lui, il s'est représenté, Johann Habis Reutinger, il s'est représenté comme le chevalier voulant guérir ces 2 femmes. Et là, ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'on est quand même en pleine flambée des bûchers, et lui, il dit qu'il a été l'apprenti du diable pendant 7 ans, et comme il est maître d'école, il fait le petit calcul dans la marge. Et donc, il a commencé en 1594. Là, nous sommes en 1601. Et maintenant, c'est lui qui maîtrise son démon. C'est-à-dire qu'il devient le maître de celui qui l'a conseillé, qui lui a enseigné tout ce savoir diabolique. Et maintenant, il peut lui exercer. Et il demande l'autorisation à son Seigneur d'utiliser avec la connotation positive de Dieu, des saints, et donc d'utiliser tout ce savoir diabolique pour guérir en l'honneur de Dieu ces 2 femmes. Et ce qui est très bizarre, c'est que le Seigneur en question, quand il reçoit cette lettre, parce qu'il a mandaté, il a fait faire le dessin à Strasbourg par un professionnel, il a été chez un notaire pour entériner sa demande, pour pas que ce soit perdu, et il demande donc l'autorisation très officielle. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas. Donc il demande à son N+1, à son chef, le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais là, quand il décrit, il ne dit pas que c'est un sorcier qui a été l'apprenti du diable pendant 7 ans, qui veut faire un truc magique, qui met avec tout est inversé, tous les rituels qui sont les purs codes de la magie diabolique qu'il faut combattre à ce moment-là. Et bien, le Seigneur dit quoi? Il dit, c'est un maître d'école, quelqu'un de respectable, qui veut guérir un mal non naturel par des choses, mais je ne suis pas sûre de ma seule autorité à pouvoir autoriser cette procession, donc je vous demande votre avis à vous. Et donc même dans la façon de présenter les choses, ça montre bien que toutes ces croyances font sens, même dans la tête de ce seigneur des villageois. Alors là, je ne sais pas si le curé, il aurait accepté de faire toute cette procession, et si les villageois étaient consentants ou pas. Je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, je n'ai pas la réponse du Seigneur, qui pourrait me dire que je cherche toujours, j'ai mis les collègues sur le sujet pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas ce qu'est advenu cet homme. Mais là, c'est vraiment cette combinaison de tous ces rituels magiques qui sont particulièrement éclairants sur la façon de considérer la magie dans tout le monde moderne. Je terminerai par quelques rituels réels qui sont là de l'agression pure dans cette catégorisation qu'on a vue tout à l'heure. Dans cette agression, on peut compter notamment tous les méfaits météorologiques qu'on a vus tout à l'heure dans les descriptions de sabbat. Et dans l'expo, on a tous ces Wettersegen qui contribuent, là encore, à faire cette magie pour gâter les fruits du travail des hommes, mais de la terre, qui nourrissent toute l'humanité. Dans tous ces rituels qu'on peut retrouver, il y a des poudres qui sont censées être maléfiques, qu'on retrouve et qui sont utilisées dans des rituels par les sorcières ou les guérisseurs. Là, ces poudres maléfiques, qui sont de plein de couleurs différentes, peuvent rendre malade ou tuer. Et quand on retrouve ces poudres, là encore, on voit qu'il n'y a pas de volonté de les tester pour voir ce qu'il en est. Les sorcières disent qu'elles testent sur leurs propres animaux, c'est souvent le chat de la maison qui fait les frais de ces poudres et qui en meurt, donc elle est très active. Mais quand elle est entre les mains de la justice, elle n'est pas testée. On n'essaye pas pour voir si le chat ou un chat meurt ou pas. Donc là encore, on voit cette ambivalence, ce principe magique qui est peut-être opérant, peut-être pas, mais en fait, ce n'est pas là la question. On n'est pas dans ce débat-là. Et la dernière occurrence, c'est les pratiques rituelles pour tout ce qui est filtre d'amour, avec entre guillemets, c'est tout ce qui peut provoquer l'amour, mais aussi le désir purement sexuel. On a dans tout ce qui est pour développer
le désir et l'amour, mais aussi tout ce qui est pour interdire toute relation sexuelle ou tout sentiment, notamment avec le nouement d'aiguillettes. Et là, dans les archives, on a des descriptions, là encore, de rituels qui se sont effectivement passés. On a par exemple à Sainte-Marie-aux-Mines, du côté germanophone alsacien, un jeune homme qui était jaloux que son ex-fiancé se marie avec un autre et qui, pendant la cérémonie du mariage, donc prend une aiguillette, la noue dans sa poche et comme par hasard, le jeune marié ne peut absolument pas consommer le mariage, il est malade comme un chien, il a super mal au ventre. Et c'est quand le sorcier est arrêté, devant le tribunal, on trouve dans sa poche l'aiguillette nouée, on le fait déballer l'aiguillette, on lui fait casser l'aiguillette, dénouer cette aiguillette, et on lui demande quand est-ce que le jeune marié va être guéri. Et il dit, ça arrive à midi, et à minuit, il sera délivré. Et comme par hasard, effectivement, le marié est délivré à minuit. Donc là, on a vraiment des pratiques rituelles magiques qui rentrent même dans les cours de justice pour être interprétées, incorporées dans l'accusation, dans la répression. On a aussi beaucoup de rituels, notamment qui font intervenir le vin, le fait de manger, d'absorber dans son corps beaucoup de choses, et y compris des poisons. On a dans quelque chose qui est là encore à la marge de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas, puisque une sorcière qui est une aubergiste, donc qui sert du vin à tout le monde, soi-disant empoisonnée, et elle aussi peut guérir toute l'impuissance de ces messieurs qui viennent lui demander conseil pour voir comment résoudre leurs problèmes. Et elle dit qu'il y a une autre personne qui est très active, un sorcier qui a chez lui, sur des étagères, toute une collection de membres virils et qu'on va chez lui, qu'on choisit celui qu'on veut, grand, petit, c'est bien spécifié, celui qu'on veut, qu'on peut choisir. Alors je ne sais pas quel est le processus mental qui fait, on ne peut pas choisir quelque chose et se le greffer, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment là encore le faire sien, prendre cette force magique, surnaturelle, qui va au-delà de la nature pour être intégrée et pour être opérante dans le corps. Je terminerai là avec les pratiques rituelles réelles. Et en conclusion, j'aimerais partager avec vous toutes ces réflexions qui font quelques parallèles entre les sorciers et les sorcières du monde rhénan de l'époque moderne avec leurs homologues du vaudou contemporain, mais plus largement avec l'ensemble de tous ceux qu'on appelle sorciers ou sorcières. Ils se rejoignent sur certains des principes qu'on a pu souligner ce soir. Dans toutes ces croyances qu'on a pu préciser, il y a bien sûr toutes ces croyances illicites qui comportent ces rituels interdits, mais qui expriment une volonté d'agir contre tout ce qui ne peut pas être contrôlé normalement. Il y a même de l'espace dans tout cet univers pour une vision très personnelle de ces croyances, avec une adhésion qui est plus ou moins marquée par rapport aux dogmes prônés par l'Église et par rapport à la norme. Et on voit là réapparaître cette ambivalence magique qui existe toujours, même au XVIIe siècle, jusqu'à la fin de cette répression de la sorcellerie. Et je terminerai avec avec en toute humilité, il ne faut jamais oublier que nous interprétons des faits que nous ne connaissons que très partiellement. Tout ce qui est caché volontairement dans le prisme de la justice, tout ce qui est caché dans le cœur et dans la tête des gens qui ne peuvent même pas s'avouer certaines choses, et tout ce qui a été perdu dans l'ensemble des documents. Donc nous ne pouvons baser notre interprétation que sur des fragments qu'on essaye de reconstituer. Mais il est utopique de pouvoir interpréter correctement ce qui pouvait se passer. On ne peut pas faire de psychologie rétroactive à 500 ans d'intervalle pour savoir ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un qui n'avait pas du tout l'esprit qu'on dit cartésien actuel. Il faisait partie d'un ensemble culturel et donc là, il n'y a pas de questionnement. La magie est un fait. C'est quelque chose qui est automatique
pratique. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit pour ne pas rendre inaccessible notre raisonnement. On essaye d'appréhender ces mentalités, mais on ne peut que les aborder en surface. Il faut garder ça à l'esprit. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je suis ouverte à bien sûr toutes les questions. S'il y a des choses dans les rituels, toutes ces croyances magiques qui ont été évoquées, et si vous avez des remarques, je serais tout à fait curieuse de voir, pour ceux qui ont vu l'exposition et les spécialistes du vaudou, pour voir quelles sont les passerelles et au contraire les différences qu'on peut faire et qu'est-ce qui fait sens dans tout ça, si on peut y arriver. Merci. Oui? C'est plutôt une question d'information, parce que comme historienne, c'est évident, mais l'histoire moderne, c'est quand ça remet dans son contexte oui. Par rapport à... Oui. C'est déjà la Renaissance en Italie depuis pas mal d'années, donc quand on parle de... On ne peut pas voler, il y a quand même des gens qui ont testé Renaissance... La machine à voler de Vinci ne marchait pas. Oui. La possibilité de voler, Léonard de Vinci a imaginé la possibilité de voler. Oui. Donc, et l'histoire moderne, c'est intéressant. Oui. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, moderne, dit c'est égal. Oui. Moderne, là, c'est dans évidemment la terminologie, l'acception historique, c'est-à-dire c'est ce qui est après le Moyen-Âge et ce qui est avant l'époque contemporaine. Donc, le découpage, c'est 1492, la découverte de l'Amérique, et la Révolution française, 1789. Donc, ça, c'est la période dite moderne. Et on voit bien que le découpage chronologique correspond à un univers géographique, puisque là, vous l'avez bien dit, la Renaissance apparaît bien plutôt en Italie qu'en France. On a beaucoup de confrontations, de chronologies différentes. Dans une vallée vosgienne ou dans un petit village alsacien, les connaissances ne sont pas bien sûr les mêmes que dans d'autres villes plus importantes ou d'autres entités différentes. Puisqu'on parle de l'époque, il faut dire, pour ce qui concerne alors l'image de la sorcellerie, il y a beaucoup à dire dans le monde, dans la pensée voodoo, c'est assez récent. Ça intervient à partir du moment où les Blancs interviennent en Afrique. L'idée de sorcellerie, d'ailleurs on voit bien même dans les histoires qu'on nous raconte aujourd'hui, cette espèce de lien qu'il y a, cette concordance qu'il y a entre la volonté dont vous parliez tout à l'heure d'éradiquer la sorcellerie et de l'expliquer aussi aux Africains à la manière blanche. Nous, on a la chance, si on s'intéresse au voodoo, d'être témoin de pratiques magiques actuelles, et tout à fait actuelles. Alors, sur l'histoire, on a par contre moins de chance, puisque les documents n'existent que très peu. Il y a très peu d'écrits, évidemment. Il y en a, mais c'est pas la panacée. Mais par contre, on est témoin véritablement de pratiques magiques constantes, permanentes, aussi bien dans la vie religieuse. Moi, je parle des villages, c'est un peu différent, mais dans les villages, la sorcellerie urbaine moderne est aussi très différente de la sorcellerie villageoise. Alors que dans nos villages voodoo, elle est permanente. Alors, elle s'exprime à titre individuel. Chacun a ses principes, sa façon de vivre la magie. C'est quoi la magie? C'est l'explication de ce qu'on n'arrive pas à comprendre comme ça de manière rationnelle. Mais parfois
bon, même si on l'explique de manière rationnelle, on va aussi essayer de passer vers des pratiques magiques parce que ça c'est plus confortable, peut-être, à l'esprit humain des fois. Et puis, sur le plan collectif, c'est très important également, parce que ça soude, ça unit, hein, ça apporte une cohésion. Je peux juste raconter cette histoire des sorcières. On parlait tout à l'heure du vol des sorcières. Alors, en Afrique, évidemment, on n'a pas, il n'y avait pas de balai comme en Europe. Hein. Donc, on a dit que les sorcières sortaient du corps, comme ça, sortaient la nuit du corps de leur corps, et que leurs principales actions, c'était d'aller manger les enfants, d'aller récupérer les petits-enfants, de se donner rendez-vous à la cime des baobabs et les déguster tranquillement dans la nuit sur les baobabs. Évidemment, c'est exactement la même chose. Voilà. Mais on sent bien que, enfin, c'est pas, ça n'a pas l'origine africaine est quand même très, voilà. Une importation. Ouais, je pense que, moi j'ai un avis là-dessus qui est tranché, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est une importation pure et dure. Hein. Il y a une constante, justement, dans beaucoup de cultures, et les collègues qui travaillent sur, justement, l'importation dans les mondes nouveaux et dans les autres cultures, le fait de s'attaquer aux enfants et de les manger, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez constant. On le voit dans vraiment beaucoup de cultures très, très différentes. Et le fait de sortir de son corps par l'esprit, c'est là encore pour expliquer, puisque comme le vol n'est pas possible, donc même à l'époque ici, certains maris disent, on demande au mari, mais est-ce que votre femme, elle était bien là ou est-ce qu'elle est partie? Non, non, elle était bien là. Donc c'est que son esprit qui est parti, mais qui est sorti de son corps, mais qui a agi quand même. Donc il y a une corporalité différente pendant ces incursions. Et le motif d'aller chercher des enfants, là, justement la semaine dernière, il y avait un colloque sur les origines, dans le domaine basque, le nom de la sorcière, c'est vraiment celle qui va chercher les enfants pour les tuer et les manger. Vraiment. Et la question toujours des juges, c'est mais vous avez mangé comment? Ils étaient rôtis, bouillis, de quelle façon? Et la question, là encore, on parle de réalité, de pratique, puisqu'elles avouent qu'elles les ont fait rôtir ou bouillir. Mais oui, mais les enfants, mais alors qui l'a tué? C'est vous? Non, non, c'est pas moi. Alors, d'où est-ce qu'il vient l'enfant? On ne sait pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a tué. Mais est-ce qu'il manque des enfants dans le village? Non. Alors, ils viennent d'où, ces enfants? Parce qu'ils sont morts, si on les a mangés. C'est ça, c'est la réalité. Et est-ce que vous êtes rassasiés une fois que vous avez mangé les enfants? Est-ce que c'était des vrais enfants, des vrais corps d'enfants? Ou est-ce que quand on boit au sabbat et quand on mange au sabbat, en fait, après, on a faim, on a toujours soif? Parce que ce n'était pas la réalité. Moi, j'ai une question. D'accord. Pour rebondir à ce que vous disiez sur le fait que vous pensez que c'est une importation, est-ce que le terme sorcière utilisé justifie de fait que c'est une importation? Parce qu'on utilisait le mot sorcière en Afrique, parce que pour justifier c'est une importation. Quel terme était utilisé en Afrique pour... Justement, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça. Non, aujourd'hui, le mot sorcière est acté. On l'utilise. Mais dans la pensée vaudou, il n'y a pas de cette coupure entre le bien et le mal. Tout peut être mélangé. Donc la sorcière, quelqu'un peut tout à fait pratiquer la magie de protection, par exemple, et devenir, une heure après, quelqu'un qui va pratiquer de la magie d'agression. À ce moment-là, est-ce qu'il est sorcier ou est-ce qu'il n'est pas sorcier? En Afrique. C'est la même chose là. C'est le même sorcier, la même sorcière. Elle guérit et elle envoie le mal. Au départ, je pense que c'était surtout les guérisseurs qui étaient les gens qui pratiquaient. C'était pour soigner, pour pratiquer la magie dans les campagnes. Alors, on était plus préoccupés par ça, soigner les bovins, les troupeaux, les protéger. On était beaucoup plus préoccupés par
protéger les enfants, faire en sorte qu'ils n'attrapent pas des maladies. C'était terrible à l'époque. En fait, c'est pas une voilà, n'importe quel rhume pouvait tuer un enfant. Oui. Donc, on était beaucoup plus préoccupés par cette magie de protection que par aller faire du mal à Oui. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin, dans le village que je fréquente, tout à fait modestement, c'est pas du tout le cas en fait. On est tout le temps dans la protection des autres. Mais là, cette ambivalence est vraiment quelque chose qui est très présent dans la croyance. C'est le même principe actif qui agit. La magie opère dans un sens comme dans un autre. Et c'est pour ça qu'il faut diriger cette force vers le bien et qu'il faut la contrôler, cette force. Et elle n'est pas donnée justement à les villageois, et encore moins les pauvres villageois qui n'ont même pas connaissance de ce qui est bon pour l'humanité. Donc il y a ce rapport un peu dans certains démonologues pour essayer, comme j'ai dit, de polariser vraiment, de faire une dichotomie entre le bien et le mal. Et ce n'est pas dans l'esprit des villageois du tout. Et c'est quelque chose qui est resté vraiment ancré. Et même dans les démonologues, dans tous les théoriciens de la sorcellerie et des principes magiques, là, ils reconnaissent que le pouvoir magique. Là encore, il y a même des détracteurs. Il y en a qui défendent, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui défendent les femmes accusées, surtout les femmes, mais tous les hommes aussi, accusés de sorcellerie, pour dire que ce sont justement des personnes qui connaissent, qui ont un savoir, qui savent utiliser la vraie magie qui existe, qui est donnée et permise par Dieu et qui doit être utilisée à bon escient. Et donc ces personnes-là sont compétentes pour faire certaines choses. Les accompagner des bonnes prières, des oraisons, tout ça, avec les bonnes protections, on peut agir positivement, les pèlerinages, tout ça, c'est de la magie, Mais c'est de la magie contrôlée, encadrée, dans un dogme qui a été posé. Mais ce dogme fait débat. Là encore, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que justement, on est toujours dans l'interprétation. Partout, enfin dans tout texte, même émanant d'une quelconque divinité, singulière au pluriel, c'est toujours une interprétation. Ce sont toujours des êtres humains qui comprennent ce message, même s'il est censé être divin. Et donc, ou de divinité, d'une autre puissance. Et les gens ne sont pas d'accord. Dans la pensée vaudou, puisqu'on parle, la magie n'est pas l'apanage de Dieu. Oui. On parle de magie en termes global. La magie cosmos, c'est l'ensemble de l'univers qui est magique. Et souvent on s'entend dire que la vie est magique. Et il n'y a pas de Dieu, il y a des dieux, il y a des vaudous, mais il n'y a pas une prééminence magique de la part d'un Dieu. Oui, c'est le principe magique. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'envie de dire viens, crois comme nous. Ça pourrait. C'est vrai, ça n'existe pas. Et pense comme nous. Ça n'existe pas. Voilà, c'est un petit peu. C'est ce qui est un peu. Le prosélytisme a été le moteur de la transformation de ces populations aussi, africaines ou autres. Il ne faut pas l'oublier, ça, c'est un prosélytisme violent. Normalement, dans la pensée chrétienne, la magie fait partie du pouvoir de Dieu et se manifeste. Donc c'est quelque chose qui apparaît, qui est quelque chose de tangible par l'esprit humain, là aussi, mais contrôlé évidemment par une seule entité, mais qui peut demander. L'intercession des saints peut demander le principe magique, c'est-à-dire que cette magie est permise au diable qui peut déléguer une partie de son pouvoir aux sorciers. Utiliser ça.
scientifique. Le fait que ce soit dans le vaudou, des gens qui, dans les villages, prenaient des plantes parce qu'ils savaient qu'en les prenant, les machins, ça allait guérir. Oui. Les girofles, etc. Il y a une ignorance scientifique. Personne n'a. C'est-à-dire que les pratiques rituelles ne sont pas connues. Rituelles, mais il n'y avait pas de base scientifique. Oui, Il n'y avait pas de compréhension qu'en prenant cette plante-là, oui, oui. l'ignorance scientifique, autant elle pouvait être vue dans le vaudou comme pas un méfait, parce qu'au contraire, c'était une pratique qui était basée sur aucune comparaison scientifique. Dans un siècle comme l'époque moderne, il y a quand même une montée de la science, de la médecine, de plein de choses. Oui. Et en opposition aussi, plus on avance, la science avance, plus aussi on a des confrontations religieuses, chrétiennes. C'est un peu toujours l'éternel débat entre la croyance et non. Et la science qui fait qu'on recule chacun un cran et Oui, que chacun oui. se conforte à une situation où... On recule, mais là encore, à l'époque de la répression du crime de sorcellerie, on est encore avec des théories de Galien, c'est-à-dire que c'est les 4 humeurs qui régissent la médecine. Il y a la théorie des signatures, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de mémoire cerveau, vous mangez des noix, parce que la noix elle a une forme de cerveau. On prend le millepertuis qui a plein de trous quand il faut... voilà. Donc, c'est une vraie théorie, et tout le monde y croit. Je veux dire, les purges, les saignées, tout ça, c'est quelque chose qui dans cette conception, qui se veut scientifique. Donc là encore, il y a beaucoup de choses qui sont empiriques. Donc je pense que c'était ça. Par empirisme, on voit bien que si on prend de l'écorce du bouleau, ça fait tomber la fièvre. Et donc les remèdes sont actifs parce qu'on voit bien, on sait très bien que si on prend une digitale, on ne survit pas longtemps. Donc il y a des plantes qui ont des principes actifs qu'on connaît. Mais autour de ça, c'est toujours avec d'autres. Là, c'est encore l'importance de. Il y a le principe actif et il y a le geste qui va avec et la parole. C'est une combinaison de 3 éléments. Le principe actif tout seul, ça ne marche pas super. Il faut vraiment et les paroles pour animer, animus, donc lui donner son âme, pour le faire bouger, pour le rendre opérant, et le geste qui est quelque chose de technique. Il y a des trucs qui sont carrément de kiné, hein, qu'on voit dans les descriptions de manipulation. Il y a des choses tout à fait de bon sens qui marchent bien, hein. Mais il y a aussi des choses qui nous paraissent maintenant, ça ferait peur. Enfin, on n'aurait pas du tout envie d'être soigné comme à l'époque. C'est les deux, c'est empirique. Il y a concomitance de plusieurs origines. On a quand même, alors aussi bien en Europe qu'en Afrique, la constatation, il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces humains à vérifier que, par exemple, une graine un tel, si on la mange comme ça, elle ne nous fera rien. Mais par contre, si on en mange 4, elle va nous tuer. Vous comprenez ? Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont... Il y a un savoir, des connaissances. Qui est, à mon sens, pas le seul, c'est ça, à mon sens, quand même l'embryon d'une pensée scientifique. Oui, oui, mais ça, oui. L'empirisme, l'expérimentation, l'expérience, c'est de la science. Et ça, dès la préhistoire, on voit l'expérience. On voit même les animaux qui expérimentent. Donc, on est dans... Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important à comprendre. Oui. Parce que, on parlait de modestie tout à l'heure, ça nous recale aussi un petit peu. L'humanité, c'est pas nous. Seulement à l'instant T. Elle a évolué pendant des dizaines de milliers d'années et avec ce savoir. C'est un savoir. Il est ce qu'il est. Il est opérant, pas opérant. Voilà. Il se nourrit d'une gestuelle, d'une théâtralité, de la parole que d'autres pourraient paraphraser aux villagissantes, etc. Mais ce savoir est là. Et là, juste parce que c'est vrai que, parce que j'ai
zappé. Mais il y avait là, ces poupées qui sont alsaciennes de papier mâché, et qui, là encore, qu'on aimerait dans un raccourci peut-être de l'esprit, attribué beaucoup plus spécifiquement au vaudou. Et là, j'ai trouvé assez récemment dans un petit opuscule, enfin une petite feuille volante comme on en a, qui retrace tous les cas de procès de sorcellerie. Voilà. On a donc des comptes rendus d'affaires de sorcellerie. Et là, donc là, ce sont des choses plutôt germaniques de la région colorée. Mais là, j'ai trouvé à Paris un petit imprimé qui racontait comment on avait trouvé des sorcières dans le cimetière des Innocents à Paris qui avaient pris la fraissure d'un mouton, donc c'est le bloc cœur-poumon, et qui l'avaient clouté avec des clous à latte, c'est précisé, des clous à latte, et l'avait enterré dans la tombe d'un charpentier, avec tout un rituel, avec beaucoup d'autres choses. Et franchement, là, j'ai pensé à vous et au vaudou, parce que franchement, et ça, c'est en 1619. Oui, ça fait, c'est l'imaginaire, c'est mon imaginaire qui l'associe. C'est ça. Ces histoires de piquer les ça. quelque part, ça n'est pas du tout. C'est ça, c'est ça. Ça n'existe pas, sauf en Haïti. Alors pourquoi en Haïti? C'est tout simple, c'est qu'en fait, en Haïti, il y a eu évidemment un certain nombre de populations qui se sont retrouvées, Yoruba, Bantou notamment, et puis il y a des petits blancs qui venaient de nos bocages, bretons, normands, et aussi lorrains, et qui sont arrivés là-bas par quelle voie? Alors premièrement par le fait qu'on leur payait le voyage pour venir travailler là, et deuxièmement par le fait que nombre de marins, nombre de personnes, les bateaux qui pratiquaient la traite se barraient très vite. Ils avaient un mal de chien à récupérer des marins, parce que ces marins, ils étaient traités comme les esclaves. Ils avaient le même taux de mortalité que les esclaves. 25% des marins mouraient sur les bateaux pendant le passage du milieu, c'est-à-dire le passage entre le golfe de Guinée et les colonies américaines. Donc ces gars-là, ils se tiraient, là, beaucoup de marins s'en allaient. Et ils s'en allaient, et puis ils exportaient, parfois ils exportaient aussi leurs pratiques magiques, et notamment ces petites poupées que l'on pique dans nos bocages, mais pas du tout en Afrique. Oui, c'est pour ça que là, je voulais le souligner, parce que c'est vraiment... C'est aussi, ça a été cette poupée, une instrumentalisation aussi pour diaboliser le vaudou. Pourquoi diaboliser le vaudou, et principalement ce vaudou haïtien? Je m'adresse à l'historienne. C'est qu'en fait, ce sont vraiment les gardiens des vaudous en Haïti qui ont été à l'origine de la révolte des esclaves. Autour des rituels, des cérémonies qui s'y passaient, cachette bien sûr. Et donc qui ont fomenté la révolte de tout ça. Donc évidemment, les autorités religieuses et politiques ont fait le nécessaire pour mettre ces gens-là, ostraciser ces gens-là et cette religion en la diabolisant jusqu'à nos jours. Et puis donc, au début des bouquins qui jouent sur le frisson, c'est pas ça le vaudou. Oui. N'hésitez pas, si vous avez encore un petit peu d'énergie, si vous n'êtes pas encore frigorifié. Oui. Merci à vous.